Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne réalisée avec le soutien de l'Europe Direct de Strasbourg. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants, 404. Bulletins déposés, 400. Bulletins blancs ou nuls, 23. Suffrages exprimés, 377. Majorité absolue, 189. Ont obtenu Monsieur Amendola, 47 voix. Madame Weil, 192 voix. Monsieur Zaghari, Madame Weil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je félicite Madame Weil de son élection, lui adresse les meilleurs vœux pour l'exercice de son mandat et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Mes chers collègues, bien que mon discours ne sera prononcé que demain, dans le cadre de la séance solennelle du Parlement, dès maintenant, je voudrais vous remercier tous pour la grande preuve de confiance que vous m'avez donnée en me nommant à ce poste éminent. Alors cet extrait sonore que nous venons d'écouter est aujourd'hui devenu historique puisqu'il s'agit de l'élection en 1979 de Madame Simone Veil à la présidence du Parlement européen dont les membres étaient élus pour la première fois au suffrage universel direct. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur la merveilleuse histoire de Simone Veil. Alors pourquoi merveilleuse, me direz-vous? Merveilleuse parce que déjà c'est le titre qu'a donné Jean-Louis de Valmigère à son petit ouvrage qu'il consacre à Simone Veil et qui fait suite à deux autres publications, La merveilleuse histoire de l'Europe et La merveilleuse histoire du Parlement européen, publiées aux éditions Hervé Chopin. Alors oui, l'histoire de Simone Veil est merveilleuse. Merveilleuse parce qu'elle est étonnante, admirable et unique. Bonjour monsieur de Valmigère. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté d'être avec nous en studio aujourd'hui. Alors avant de revenir sur votre ouvrage sur Simone Veil, est-il d'abord possible de parler un peu de vous, de votre parcours? Il est aussi singulier, il n'est peut-être pas aussi singulier que celui de Madame Veil. Vous êtes plutôt un acteur économique à la base, vous êtes connu pour avoir dirigé le restaurant chez Yvonne, vous êtes aujourd'hui le président de la Fondation pour Strasbourg. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager sur ce sujet de l'Europe ? Le plus amusant, c'est qu'à la base, je suis un littéraire. J'ai commencé par faire des études de lettres avant de rentrer à ce qui s'appelait à l'époque l'IECS. Et c'est ce goût, je crois, pour les lettres, la philosophie, enfin la réflexion qui m'a conduit là où je suis maintenant. Yvonne, c'était un gros coup de cœur, et Yvonne, c'était pas un métier de restaurateur que j'ai fait, c'était un métier de conservateur. Je voulais que les Weinstube perdurent. À l'époque, elles étaient menacées. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais à l'époque, elles étaient menacées par une certaine vulgarisation au plus mauvais sens du terme. C'était plus de la cuisine. C'était plus de la cuisine, non. Et puis c'était pas bon, et puis c'était du mauvais tourisme. Enfin, c'était d'une façon de nourrir mal les touristes. Et les Strasbourgeois, d'ailleurs, les délaissaient. Ce qui maintenant n'est plus le cas, fort heureusement. Mais simplement, je crois que comme tous les jeunes de ma génération, je suis de la génération d'après-guerre, bien sûr, j'ai été un militant européen et pendant très longtemps, j'ai fait des tas de belles réunions sur l'Europe avec des vœux pieux. Et l'Europe, c'est l'avenir, des belles formules. L'Europe, c'est le symbole de la réconciliation franco-allemande. J'y ai cru, évidemment, d'ailleurs, c'est une évidence.
Et puis j'ai entendu ça à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, et puis j'ai des enfants, et puis j'ai même des petits-enfants. Et puis je me suis rendu compte que la réconciliation franco-allemande, ça leur disait rien du tout, parce qu'ils ne savaient pas qu'on était fâchés, c'est plus dans leur mode de vie. Ils se parlent entre eux, ils prennent le tram pour aller voir leurs copains ou leurs copines de l'autre côté du Rhin, dans les deux sens, enfin... La brouille franco-allemande, qui a quand même abouti sur des guerres, n'est plus du tout leur centre d'intérêt. Et je me suis dit, si on continue à leur balancer ce discours, ils vont plus s'intéresser à l'Europe. L'Europe, c'est positif. C'est d'ailleurs l'Europe de Simone Veil, qui a travaillé sur la réconciliation franco-allemande, mais qui a essayé de lui donner une autre dimension. En tout cas, j'ai voulu agir pour donner une autre dimension à l'idée européenne. Alors, on va revenir sur aujourd'hui votre action au sein de cette fondation pour Strasbourg et nous expliquer un peu de quoi il s'agit, mais on fera ça un tout petit peu plus tard. Mais d'où vient cette appétence, on l'a dit, vous êtes un littéraire, pour l'écriture et pour l'Europe. C'était... Si vous alliez écrire, c'était automatiquement sur l'Europe ou ça c'est le lien, comment s'est fait ces connexions pour vous? Oui, malheureusement, j'ai commencé par des études de lettres et j'ai toujours eu envie d'écrire, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai d'ailleurs toujours des projets de livres que je ferai peut-être un jour. Enfin, j'espère que j'y arriverai. Le lien, c'est un petit peu le même que quand je parlais des jeunes tout à l'heure. Il faut faire comprendre à une nouvelle génération, il faut lui parler un peu son langage. Donc le livre, que ce soit le livre sur l'Europe, que ce soit le livre sur le Parlement ou que ce soit le livre sur Simone Veil, ont tous un point commun. D'abord, ils ont tous le merveilleux dans le titre parce que ce sont de très belles histoires et on ne le dit pas assez. Et ensuite, je n'aime pas le mot vulgarisation, mais c'est de mettre l'Europe, ses idées qui sont quand même complexes, qui apparaissent complexes, à la portée des jeunes. Et quand je dis les jeunes, c'est les collégiens, les lycéens, mais c'est aussi les jeunes actifs. Ça va jusqu'à 30 ans. Mais on montrera votre ouvrage. Votre ouvrage, c'est quelque chose qui se lit, qui est assez court, qui est quand même complet. On apprend des choses. Il y a des petites illustrations qui sont quand même assez agréables à regarder. Hautes études des arts du Rhin, je tiens à le dire, ce qu'on appelait les arts déco, c'est strasbourgeois. On a toujours un petit attrait avec ces petites images et surtout on a du fond et c'est vrai que vous voulez amener ce côté un peu pédagogique, c'est ça que vous voulez amener dans vos collections. Tout à fait, bien sûr. On n'aime que ce qu'on comprend. Si on croit que l'Europe, c'est des pays qui s'unissent pour promouvoir une nouvelle idée et fusionner plus ou moins ensemble, c'est un petit peu la tendance de ce qu'on croit maintenant, c'est pas vrai. L'Europe a préexisté avant les nations. Les nations, c'est une invention du 19e siècle. L'Allemagne n'existait pas avant, l'Italie non plus. Il y avait 3 nations qui existaient à peu près et dont la création n'est pas préhistorique non plus. C'est la France, l'Espagne et l'Angleterre. Tout le reste, c'était une espèce d'Europe floue. On avait des ministres italiens sous les rois, on avait des artistes italiens aussi d'ailleurs, Erasmus, qui ont enseigné ici. Enfin, il n'y avait pas de frontières. Et cette absence de frontières faisait que l'Europe était une réalité, alors qu'elle n'avait pas de structure juridique. Et on a voulu, après la guerre, et c'est bien qu'on l'ait fait, créer une structure juridique, mais ce n'est pas ça. L'Europe, c'est d'abord une civilisation, ce sont des valeurs communes, dont l'idée de démocratie, c'est une valeur récente mais commune. Et on en parle encore de ces valeurs, que ce soit aujourd'hui même concrètement avec la Hongrie ou même avec la Pologne. On a ce fonds démocratique d'état de droit qui est quand même ces valeurs. Oui, communes. Ou même avec l'Ukraine, parce que la Russie, par exemple, a des valeurs qui ne sont pas les mêmes. La Russie, que ce soit les tsars, Staline ou Poutine, c'est toujours un pouvoir très fort, je dirais, plutôt violent, qui s'impose toujours par la force. Et c'est-à-dire que le mode de fonctionnement de la Russie est toujours le même depuis 500 ou 600 ans, ou plus peut-être. Alors revenons-en à votre ouvrage. Donc Simone Veil est née à Nice en 1927. Elle est morte donc à Paris en 2017. Une vie qui aura donc marqué le XXe siècle et dont l'héritage se poursuit encore. On le voit avec votre ouvrage. Une vie que vous avez divisée en 5 parties. De l'insouciance à l'horreur, la première partie, sa jeunesse, le retour à la vie, le retour des camps, l'entrée dans l'histoire, la merveilleuse aventure européenne. Et pour conclure, vous avez fait donc l'esprit en
route vers l'immortalité. Alors après avoir publié donc La merveilleuse histoire de l'Europe, comme j'ai dit, et du Parlement européen, pourquoi avoir choisi de consacrer votre ouvrage à Simone Veil? Je pensais que beaucoup de gens seraient allés sur peut-être les pères fondateurs, Robert Schuman, Jean Monnet. On a entendu tout à l'heure dans notre extrait Louise Weiss, par exemple, qui est aussi une Alsacienne. Pourquoi vous êtes dit, je veux parler de Simone Veil? C'est une excellentissime question. Elle s'impose à moi parce qu'elle a un destin. Simone Veil, c'est un destin qui naît en fait à Birkenau, malheureusement. Mais c'est à Birkenau qu'il naît. Cette espèce de rage, de vie, de survie, de vaincre, de se battre contre des éléments forts et très violents, elle naît là. Et ça ne la quittera jamais. C'est-à-dire que cette espèce de besoin de convaincre et d'être un leader naturel est né là. Et ça, Robert Schuman ni Monnet ne l'ont. Monnet a une vision économique. Très Schuman, pragmatique, oui. Oui, plus que pragmatique même. Schuman est un idéaliste, bien sûr, mais alors le rapprochement franco-allemand, c'est lui à la base. Monnet sème déjà les germes de l'Europe américaine ou américaine. L'européo-atlantisme, de l'atlantisme. Et puis, il n'y a pas ce destin, enfin, je ne sais pas si on prend cette rage de vivre, de survivre à Birkenau et d'aider sa maman, si on prend le travail qu'elle a fait dans les prisons, à partir du moment où elle a eu ses diplômes, elle est rentrée au ministère de la Justice et elle s'est occupée des prisons. Cette rage de s'occuper des prisons envers et contre tout le monde, y compris son propre ministre, l'a fait d'ailleurs remarquer par le président Giscard d'Estaing et le Premier ministre Jacques Chirac pour ça, en me disant mais si cette femme a été capable de s'imposer, elle va réussir à l'IVG. On peut rappeler, et vous le présentez très bien dans votre ouvrage, c'est le fait qu'elle ait visité les prisons pour voir l'état des prisons. C'est la première, aujourd'hui on en parle encore, on est souvent mis en cause la France pour l'état de nos prisons, mais à l'époque c'était encore pire. Et donc elle a voulu donner des droits, donner de la dignité aux prisonniers en revenant d'Auschwitz. C'était un besoin qu'elle avait, c'est ce que vous présentez dans votre ouvrage, et au final c'est pas très populaire de dire on fait des dépenses, on construit des prisons, donc c'est en ça qu'elle ça l'est toujours pas d'ailleurs. C'est vrai, ça l'est toujours pas. Mais c'est ça, c'est les premiers pas qu'elle refait dans sa vie, c'est ses premiers pas professionnels, on va dire. Tout à fait, et elle réussit. Ce qu'il y a de remarquable chez Simone Veil, c'est que quand elle décide de s'occuper de quelque chose, elle le mène à bien. Elle n'essaye pas. Elle se dit pas « Ah, mais on a voté contre, tant pis, moi je... » Non. Elle a une ligne directrice et elle va jusqu'au bout de sa ligne directrice. Donc, que ce soit les prisons, que ce soit la loi IVG ou que ce soit même le concept européen, c'est elle qui le définit dans cette première assemblée élue au suffrage universel. Et à la fin, alors au début, comme énormément de victimes de la Shoah, elle n'en parle jamais. Il y a une espèce de pudeur, une espèce d'intériorisation, de retenue. Mais à un moment, quand tout ça c'est fini, quand je parle de sa mission au Parlement européen, elle se dit qu'il ne faut pas oublier ça, et c'est elle qui crée le mémorial de la Shoah, et qui, encore une fois, le mène à bien. Aujourd'hui, pour la jeune génération, Simone Veil est indissociable de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Pourtant, c'est bien sa déportation qui marquera sa vie, qui fera de Simone Veil la femme qu'elle est devenue. Elle serait peut-être restée à Nice et restée une provinciale, c'est ce qu'elle dit souvent. Oui, ça c'est évident. Je dis toujours, je crois pouvoir dire que Simone Veil, en fait, c'est un destin. Elle n'a pas une histoire commune. Elle ne fait pas de la politique. Elle n'en fait pas. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est De Gaulle, quand il part à Londres, il ne fait pas de politique, il obéit à une espèce de voix intérieure qui lui dit « Non mais on ne va pas laisser ça comme ça, il faut se battre ». Simone Veil est un peu dans le même type. Ses convictions européennes viennent aussi de là. Ses convictions européennes viennent de là. Elle a vu ce que c'était et elle dit « Mais ça ne peut pas
il faut arrêter, il faut construire l'Europe, mais elle le fait sans aucune arrière-pensée. Et la réconciliation franco-allemande, pour elle, ce n'est même pas un problème, c'est une évidence qu'il faut faire l'Europe. Elle ne dit pas « Ah, on va travailler sur la réconciliation », elle la vit. Et c'est un peu aussi sa mère, c'est aussi Yvonne qui était plus de gauche et qui, elle, pensait qu'il aurait peut-être pas fallu régler la Première Guerre mondiale telle qu'elle a été faite avec les Allemands. Jean Jaurès était de gauche, et il était pacifiste. Oui, c'est vrai. Alors, si on devait conclure un peu sur, je dirais pas sur Simone Veil, mais sur cet ouvrage, que retenez-vous de Simone Veil? Quel est le trait de sa personnalité que vous gardez? Vous présentez dans votre ouvrage un point qui est très intéressant, de sa rencontre avec Nelson Mandela. C'est ça aussi que vous retenez? Alors, je commencerai par faire une remarque. Nelson Mandela est aussi porteur d'un destin. Rien ne prédisposait ce garçon qui militait pour les droits civiques, qui a fait des choses, qui avait des convictions, mais rien ne le prédisposait à avoir ce destin, sauf l'apartheid. Enfin, le fait qu'il ait été emprisonné, comme Simone Veil a été emprisonnée, avec Birkenau. Et donc, il y a entre ces deux personnages un point commun énorme, ce sont tous les deux des victimes des grands racismes du monde siècle, de cette période. D'un côté la Shoah, de l'autre l'apartheid. Et Nelson Mandela est venu au Parlement européen pour recevoir son prix Sakharov en sortant de détention. Il n'était pas encore président, tout le monde savait qu'il allait l'être. Et Simone Veil, c'est elle qui le reçoit. Je trouve que cette rencontre est magique, elle est très symbolique. Et il se serre la main, donc c'est un geste normal, je dirais, mais pour moi c'est un symbole. Et ils se disent chacun quelques mots, mais leurs discours sont très brefs, c'est 3 minutes. Hein. Et c'est très profond, ce sont des discours très profonds, très pudiques et très profonds, où ils se disent l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est de l'humanisme, c'est un résumé d'humanisme africain et européen qui se rencontrent et qui se disent ce qu'ils ont à se dire, c'est-à-dire qu'ils raisonnent de la même façon. Ça fait partie des choses que j'aimerais un jour commémorer, peut-être. C'est vrai que c'est un beau symbole et on oublie souvent que c'est Simone Veil parce qu'il ne l'avait pas reçu puisqu'il était en prison. Quand il a reçu le prix Sakharov, il est venu 2 ans plus tard et c'est donc Simone Veil qui lui a remis, il me semble. Mais Strasbourg est plein de symboles et simplement on n'y pense pas. Alors, ou c'est parce que c'est trop évident, ou c'est par pudeur, ou c'est par manque, je sais pas, c'est trop intériorisé. Et je pense que ce symbole-là est le vrai symbole des droits de l'homme à Strasbourg. C'est cette rencontre-là qui est une rencontre phare dans le monde entier. Et on n'en parle pas. Et ça me fait quelque chose. Donc vous allez peut-être en parler parce qu'on va venir sur vos actions dans le cadre de la Fondation pour Strasbourg. Alors dites-nous déjà ce que c'est que cette fondation, quelle est sa mission, son objectif. C'est quoi cette Fondation pour Strasbourg? Parce qu'elle existe, je crois, depuis une bonne dizaine d'années maintenant. 7 ans et demi. Alors c'est très simple, je vous ai dit, militant européen, j'ai participé à des tas de mouvements européens avec des jeunes puis des moins jeunes de mon âge et ouais, faut faire l'Europe, faut faire quelque chose, ouais, faut faire bon, etc. Et ça donnait des réunions dont la conclusion était invariablement « Ah, quelle belle idée, on va demander une subvention ». Bon, ok, la subvention était obtenue ou pas. Quand elle était obtenue, généralement, elle était minorée. Donc, ouais, mais on ne pourra pas, etc. Enfin, c'était porteur d'un certain malaise. Et alors, quand elle était refusée, je ne vous dis pas, parce que tous les projets ne sont pas forcément bons et les élus n'ont peut-être pas les mêmes intérêts que les militants de l'association. Et puis, il y a des priorités, et puis il y a des budgets. Enfin, bon. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer à défendre des idées en étant obligé de demander à d'autres l'argent pour les exécuter. Donc, on va créer une fondation pour récolter des fonds, pour promouvoir nos propres idées, en bonne intelligence avec les élus, bien sûr, mais nous ne devons pas dépendre que à 100%
des budgets des collectivités. Voilà la raison profonde de la création de la Fondation pour Strasbourg. Et donc, quels sont les projets que vous menez ? On a parlé, hein, votre collection, elle est aussi partie un peu de la Fondation. Mais aujourd'hui, il y a aussi, vous êtes projeté plus loin que le livre, vous avez aussi fait réaliser des bustes de Simone Veil, il me semble. Oui, alors on a commencé par... l'histoire européenne de Strasbourg remonte au Moyen-Âge et elle remonte à... Alors, le tout premier, c'était une bande dessinée qu'on a diffusée dans les collèges, qui a très très bien marché, et qu'on a financé vraiment à 100% de fonds propres, c'est-à-dire sans demander de subvention du tout. Il y a eu ensuite le Mime Marceau, qu'on a commémoré par une exposition, que ça s'est bien passé. Là, c'était en bonne entente avec la municipalité, dirigée par Roland Ries. Et puis... la ville de Strasbourg doit, son histoire, c'est quand même 450 ans de ville, de république libre. 450 ans, c'est-à-dire, dans l'histoire d'une ville, ça marque. Et l'auteur de cette ville libre s'appelle le chevalier Liebenzeller, qui n'avait même pas un nom de rue à Strasbourg, que personne connaît. On a trouvé que c'était injuste, et on a trouvé que si on voulait remonter aux racines de cet esprit strasbourgeois, il fallait parler de Liebenzeller. Budget global, 250 000. 200 000 que nous avons collectés auprès de nos donateurs et 50 000 la ville de Strasbourg. Nous avons une collaboration excellentissime avec la ville de Strasbourg. Et donc, elle est place des Tripiers, ça manque encore un peu de pédagogie, il faudra encore des plaques pour expliquer, on va le faire, hein, mais il y a beaucoup de boulot. Hein. Il y a aussi le fait qu'on avait honoré le Mime Marceau et le chevalier Liebenzeller, on s'est dit... quand même, il n'y a pas que des hommes. Et qu'est-ce qui a été le plus grand symbole pour nous de l'Europe ? Je parle bien de l'Europe. Hein. C'était Simone Veil, première présidente. Alors on commence à travailler, Simone Veil, alors on savait tous. Son parcours, IVG, Birkenau. Mais tout à coup, on réalise, en étudiant sa vie, que c'est une espèce de déroulé de volonté farouche, de réaliser la même volonté qui fait qu'elle a marché de Birkenau à Bergen-Belsen, la même volonté qui fait qu'elle s'en est sortie, la même volonté qui fait qu'elle a imposé l'IVG à une assemblée nationale hostile. On s'est dit, mais nous avons un personnage complètement hors du commun et nous devons rendre hommage non pas à la présidente à la présidente, parce qu'elle ne voulait pas qu'on dise présidente. Elle était contre la féminisation des noms. Mais du Parlement européen, mais nous devons rendre hommage à Madame Simone Veil. Et donc, au lieu de faire un buste qu'on a mis au Parlement, on en a fait 8. Le premier à Nice, le dernier au Panthéon, et 8 sur les grandes étapes de sa vie. Et le livre pour expliquer tout ça, parce que il y a plein de livres sur Simone Veil. Il y a le sien d'abord, qui est magnifiquement écrit, mais ce ne sont pas des livres accessibles à tout le monde, et notamment pas aux jeunes. Moi, je dis, mon rêve, c'est que quelqu'un l'achète à la gare de Strasbourg et qu'il ait fini de le lire en arrivant à Paris. Quoi. C'est un peu un symbole. Mais il se lit en 1h30, 2 heures, il se lit bien, et puis une fois que vous l'avez lu, il y a toutes les étapes dedans. Alors on va terminer cette émission par vos projets en cours, puisque là, on a ces bustes. Ils ne sont pas encore tous... inauguré, il me semble. Non, nous avons inauguré le Parlement européen et une magnifique inauguration. Alors le Parlement européen, c'était très très bien, mais l'Assemblée nationale, c'était extrêmement émouvant. Il y avait beaucoup de députés, il y avait 4 ministres, et Madame Braun-Pivet a été exceptionnelle. Et puis c'est une jeune fille qui a fait le discours pour la Fondation, mais elle l'a fait parce qu'elle avait le même âge que Simone Veil à Birkenau, c'est-à-dire entre 16 et 17 ans, et elle s'est adressée à Simone Veil de jeune fille de 16 ans à jeune fille de 16 ans. Pendant 2 minutes et demie, la dernière minute, c'était Madame la ministre. Mais l'émotion était palpable dans la foule, les enfants de Simone Veil étaient émus, on avait vraiment affaire à Madame Simone Veil, à la femme. Alors voilà, ce sont les deux, il en reste les autres. Strasbourg, ça devrait être au mois de mai, je pense, cette année. Et le dernier, ce sera à Birkenau, bien sûr. Ah oui, à Auschwitz, pardon. Mais ce qui me fait revenir à un de vos projets actuels, quand on parle d'Auschwitz et de Birkenau, vous avez décidé aussi d'honorer donc sa mémoire là-bas, et que vous faites également donc un projet avec 1000 jeunes, si j'ai bien suivi. Alors,
Vous savez, vous posez un buste, vous êtes très content de le faire et vous vous rendez juste compte que le lendemain, il y a un article dans le journal ou un reportage sur une télé et puis le surlendemain, il n'y a plus rien, c'est fini. Et on voudrait plus marquer les mémoires et on voudrait être plus pédagogique. Je voudrais pas être pessimiste, mais tout ça est quand même en train d'être plus ou moins oublié. Dans certains cas, complètement oublié. Les régions font un travail fantastique en emmenant tous les ans des jeunes à Auschwitz, Birkenau, pour voir ce que c'était, pour que les jeunes, touchent du doigt la réalité de cette horreur. J'ai rencontré hier la personne qui s'en occupe à la région Grand Est, qui me disait en 2 mots, quand les jeunes prennent l'avion pour aller là-bas, ça chahute, c'est joyeux, et puis ils visitent, et quand on revient en avion, il n'y a plus un bruit, parce qu'ils ont été marqués par ce qu'ils ont vu. Alors nous, si on met un buste à Auschwitz, on va mettre un buste. Il y aura sûrement un article le lendemain dans les DNA et peut-être même dans un journal national et peut-être même dans Paris Match. On a eu aussi des... Mais ça va pas rester. Si on emmène 1000 jeunes, déjà il y a 1000 jeunes qui vont faire le lien entre Simone Veil et à Auschwitz, et il y a 1000 jeunes qui vont avoir ça en mémoire, et on va essayer de continuer cette pédagogie. Donc, on essaye d'ajouter le plus possible de mémoire et de transmettre, jeunes, et de transmettre tout ça. Merci Monsieur de Valmigère d'avoir participé à cette émission et de nous avoir présenté, donc comme je le disais, le travail de cette fondation, mais surtout votre ouvrage sur Simone Veil, que j'invite donc nos auditeurs à découvrir, que vous avez réalisé donc avec Eva Werner, on l'a pas cité, et qui retrace donc la vie de Simone Veil. Si je peux rajouter quelque chose, la Fondation pour Strasbourg vit des dons des gens. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait sur fondationpourstrasbourg.eu sur Internet. Et si vous faites un don, vous serez bienvenu. Un grand merci encore, Monsieur de Valmigère. On fait passer le message. Quant à nous, on se retrouve donc très bientôt. Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.